La banlieue nord de Mexico, ravagée par l'explosion d'un dépôt de gaz, il y a au moins 270 morts. La tension persiste en Nouvelle-Calédonie. Au lendemain des élections, 2 gendarmeries ont été occupées par des indépendantistes. Le commerce extérieur à nouveau dans le rouge en octobre avec un déficit de 3,4 milliards de francs. C'est une poussée des importations qui a cette fois déséquilibré la balance commerciale. Et puis la Savoie qui veut renouer avec les Jeux Olympiques. Albertville a présenté officiellement sa candidature pour les Jeux d'hiver de 1992. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'incendie du dépôt de gaz installé dans le nord de la ville de Mexico aura donc coûté la vie à 270 personnes au moins, puisque ce chiffre est encore provisoire. Il y a 2000 blessés, en majorité des brûlés, et au total 200 000 personnes ont été évacuées pour éviter une nouvelle catastrophe. C'est un tribut extrêmement lourd, payé au développement de la capitale mexicaine, qui abrite aujourd'hui 17 millions d'habitants. Ils étaient 11 millions il y a 10 ans. Une ville immense dont les faubourgs se sont peu à peu transformés en zone industrielle avant de devenir des bidonvilles où les habitations sont allées s'agglutiner près des usines. C'était le cas près du dépôt de gaz de San Juanico. Pascal Guimier. Ce soir, l'un des quartiers les plus peuplés de Mexico est rayé de la carte. Des milliers de sans-abri, plus de 600 maisons entièrement calcinées, 297 cadavres retirés des décombres, et on ignore toujours les causes de cette catastrophe. L'explosion s'est produite hier matin, à 6 heures, au beau milieu du bidonville de San Juanico, au nord de la capitale. Dans le ciel, une flamme de 300 mètres de haut, on a ressenti le souffle de l'explosion à 20 km à la ronde. Beaucoup de gens étaient chez eux, à la veille de la fête nationale mexicaine. L'incendie les a surpris dans leur sommeil, ils n'ont pas eu le temps de fuir. 8 autres explosions se succèdent à des intervalles d'1 quart d'heure. Les citernes de gaz sautent l'une après l'autre, c'est la panique, une chaleur insupportable. La Croix-Rouge, l'armée, la police, des milliers de secouristes sont mobilisés, mais 6 heures après la première explosion, l'usine brûle toujours. Ce n'est que ce matin, 18 heures après le début du sinistre, que les pompiers ont enfin réussi à écarter tout danger de nouvelle explosion. 200 000 Mexicains ont été évacués, 10 000 se retrouvent sans abri, sans eau ni électricité. Dernier bilan, 297 morts, 2000 blessés et encore des centaines de disparus. L'explosion la plus meurtrière depuis celle du camping de Los Alfaques en juillet 1978. C'était en Espagne. Le climat ne s'est guère détendu en Nouvelle-Calédonie 48 heures après l'élection à l'Assemblée territoriale. Un vote émaillé d'incidents à tel point qu'un électeur sur 2 n'est pas allé voter. Le résultat, vous le connaissez, c'est la très nette victoire du RPCR, proche du RPR. Les indépendantistes avaient quant à eux appelé au boycott, ce qui explique, avec les incidents, le très faible taux de participation. Et la nuit dernière, ces indépendantistes sont à nouveau passés à l'action en occupant 2 gendarmeries installées sur le territoire. Serge Misseret. Pendant presque 24 heures, 200 militants indépendantistes kanaks ont donc bloqué les 4 gendarmes du poste de Thio et leurs familles. Une douzaine de personnes au total. Le poste de Thio est situé sur la côte ouest de l'île. Les manifestants voulaient ainsi obtenir la libération des personnes qui ont été interpellées hier, après avoir tenté de s'opposer par tous les moyens aux élections qui viennent de se dérouler. Et ces moyens, c'était par exemple le sac des bureaux de vote, l'occupation d'un autre poste de gendarmerie. Les indépendantistes avaient prescrit l'abstention. Hier, un Kanak sur 2 n'a pas voté. Plus on va aller, moins on va accepter le pouvoir blanc. Et vous pensez que vous pourriez vous battre demain contre eux? Nous, on pense que si ça doit arriver, ça va arriver, mais on ne fera rien pour provoquer cela. Cela, c'était il y a presque 2 ans. Hier, c'est le même homme qui a occupé la gendarmerie et pris les armes du poste. Il les a restituées depuis. Il faut que ces élections soient annulées, dit-il, au nom du Front de Libération Kanak, et que l'on organise un scrutin d'autodétermination réservé aux seuls Kanaks. Sinon, nous continuerons nos actions. Face aux Kanaks, qui sont 50 000, il y a autant de Blancs, les Caldoches, nés dans le pays et bien décidés à y rester. Vous avez peur? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, mais... ça me fait mal au cœur, vous voyez, de...
Ah, je préfère pas en parler. Monsieur Lafleur, député RPR de Nouvelle-Calédonie, estime que le territoire est, je cite, en situation quasi insurrectionnelle. Ce soir, le haut-commissaire a lancé un appel au calme. Pour le gouvernement, le principal souci va être maintenant d'éviter tout affrontement entre les deux communautés. Nouveau déficit pour le commerce extérieur qui accusait un déséquilibre de 3,4 milliards de francs au mois d'octobre en données corrigées des variations saisonnières. Cela veut dire qu'après 2 mois positifs, notre balance commerciale était de nouveau négative le mois dernier. Un mauvais signe qui en cache un meilleur puisque le déficit d'octobre serait dû à l'achat de biens d'équipement par les entreprises et cela pourrait, selon le ministère du Commerce extérieur, cela pourrait signifier une reprise de l'investissement en France. Il faut d'ailleurs remarquer que la facture pétrolière reste stable alors que nos ventes de produits agroalimentaires continuent de prospérer. Pour les 10 premiers mois de l'année, le déficit est de 22,4 milliards de francs contre 41,6 pour la même période en 1983. Il reste donc beaucoup à faire, même si la situation s'est bien améliorée depuis 2 ans. Il est vrai que les industriels français se sont beaucoup battus pour imposer leurs produits à l'exportation. Reste pourtant que certains pays demeurent à peu près inaccessibles, quels que soient les efforts déployés. C'est le cas du Japon, comme nous l'explique maintenant Philippe Sassier. Imaginez Laurent Fabius sortant par le toit ouvrant d'une automobile, comme ici le Premier ministre japonais Nakasone d'une R25. Eh bien, ce document, les grandes chaînes de télévision japonaises ne l'ont pas montré. Tout comme les journaux japonais, elles ont préféré l'image conventionnelle d'Edith Cresson inaugurant, il y a 1 mois, l'exposition Tokyo 84 où, avec les responsables des régions françaises, elle avait emmené un bataillon de 400 petites et moyennes entreprises. Et pourtant, depuis le début de l'année, la France a vendu moins de 700 voitures au Japon et lui en a acheté pour près de 40 000. Une voiture vendue pour 60 achetées. Mais cette anecdote illustre bien la véritable stratégie japonaise. Ici, on ne fait pas de cadeau à l'adversaire en montrant ses produits. Les Japonais se défendent d'être protectionnistes, mais quand ils achètent 8 francs de produits à la France, ils lui en vendent pour 20 francs. Le déficit que nous avons avec le Japon dépasse tous ceux que nous avons avec les autres pays industrialisés. Et si les habitudes locales sont plus efficaces que l'administration, les taxes viennent doucher les ardeurs consommatrices. Le cognac, champion des ventes françaises au Japon, paie 220% de taxes. Alors cela vaut-il la peine de partir à l'attaque de ce marché réputé comme étant le plus difficile du monde? Mieux vaut s'armer de patience que rouler des mécaniques, mais il y a quelques bonnes surprises à ceux qui explorent les dessous du marché japonais. Nous avons décidé à chaud, ayant réuni les produits, les prix et l'homme nécessaire pour l'amener, de monter tout de suite une filiale pour une présence permanente de nos produits sur le marché japonais. Autre succès plus surprenant dans le domaine du logiciel où les Japonais ont la réputation d'être très en avance, les Jonathan viennent de signer un important accord. Ça a bien marché dans le sens où nous avons signé un contrat d'association avec Denpa, qui est le plus gros groupe de publications électroniques japonais. Les Japonais reprochent aux Français de n'être pas assez nombreux à venir au Japon, de trop souvent ignorer les caractéristiques de leur marché. On était surpris en flânant dans Tokyo 84 d'entendre parfois un Français indiquer ses tarifs en anciens francs. En tout cas, il faut bien savoir qu'il faut souvent multiplier les contacts avant de faire affaire. Il s'agit de les concrétiser, en particulier à l'occasion de la semaine que je vais encore passer ici, où j'ai de nombreux rendez-vous. Et après cette semaine, je serai fixé effectivement. Ces gymnastes sont les ouvriers du groupe japonais Sumitomo qui vient de racheter Dunlop France. Le Japon sait que son protectionnisme est de plus en plus critiqué, alors il inaugure une nouvelle stratégie, les implantations industrielles à l'étranger et notamment en Europe. Il est impossible d'échapper à la bataille du commerce extérieur. En politique, il y a quelques jours, Jacques Chirac proposait aux autres leaders de l'opposition de réunir en commun quelques experts pour dresser un bilan de l'héritage socialiste. C'est l'expression qu'avait employée le président du RPR. On attendait donc avec intérêt la réponse des autres chefs de l'opposition. Pour M. Giscard d'Estaing, c'est oui. L'ancien chef de l'État a rendu public hier un accord de principe sur le sujet. M. Raymond Barre a quant à lui décliné l'offre de Jacques Chirac et c'est un peu l'illustration du décalage qui existe entre Raymond Barre et les 2 autres responsables de l'opposition. Jean-Louis Le Senne. Première rencontre après 80, Giscard et Chirac mangeant homonymie prémonitoire du bar grillé chez Drouan.
Deuxième rencontre, à grand renfort de publicité, cette fois 2 ans plus tard, les deux hommes scellent leur amitié redécouverte. Beaucoup de Français ont peur que la désunion soit encore derrière la porte et qu'elle entre à un moment venu et qu'elle trouble le jeu. C'est pourquoi il va falloir, dans la période qui vient, démontrer patiemment notre volonté d'union. Et je remercie et félicite ceux qui ont répondu à cette invitation, et notamment le président du RPR, Jacques Chirac. De nouveau, le tandem Giscard-Chirac est alors visiblement sur les rails. Mais le soir même, à Laval, dans la Mayenne, Raymond Barre persifle et signe. Comment voulez-vous que moi, qui ai vécu 1981, je n'aspire pas de toutes mes forces à l'union, mais à la vraie union? Les amis de Chirac ont créé un club de réflexion, le Club 89. Giscard, de son côté, est en train de reprendre en main personnellement les clubs Perspectives et Réalité. Éclate la querelle de l'été sur la cohabitation. Chirac et Giscard font front commun. Les clubs de Giscard et Chirac préparent dans l'ombre la plateforme commune de 86. Barre, lui, n'a ni parti ni club et s'enflamme. Il signe un communiqué sur l'emprunt Giscard, le seul engagement à 3. Chirac propose alors la création d'une commission sur le bilan de la gauche au pouvoir. C'est une proposition dont je suis naturellement tout prêt à discuter. Je pense qu'elle ne devrait pas poser problème. Il suffit que chacun d'entre nous désigne 1 ou 2 experts indiscutables et non récusés par les autres et non récusables par l'opinion publique. Je veux dire en fonction de leurs propres compétences reconnues pour que nous puissions mettre en œuvre cette procédure. À l'heure de vérité, Raymond Barre s'interroge et reste dubitatif. Il n'a toujours rien à voir avec les hommes de parti. Si vous voulez, avant que les élections aient lieu et que l'on se trouve en face des résultats de ces élections, il sera bien difficile de faire un bilan complet de ce qu'aura été la politique du gouvernement. Je réserve ma réponse. Valéry Giscard d'Estaing, lui, n'a pas réservé sa réponse. Par lettre, il dit oui à Chirac, oui pour la commission du bilan. En revanche, Raymond Barre dit non, et il pousse le luxe jusqu'à s'estimer suffisamment expert lui-même pour pouvoir donner à Giscard et Chirac, je cite M. Barre, avis et suggestions. Parce qu'on vient de voir, M. Barre continue de faire cavalier seul, Paul Amar, et c'est assez périlleux maintenant. Raymond Barre a une qualité, il reste fidèle à lui-même. Il s'était fixé une ligne de conduite en 81, il n'entend pas la modifier. Solitaire en apparence et distant à l'égard des hommes et des partis politiques, Raymond Barre est persuadé d'avoir choisi la bonne stratégie pour conquérir le pouvoir. Les sondages lui donnent raison. Hier encore mal aimé, le député de Lyon séduit de nombreux Français. La guerre des chefs au sein de l'opposition tourne à son avantage. Mais c'est une guerre de mouvement et Raymond Barre a peut-être tort de l'ignorer. C'est le défaut de sa qualité. Obstiné, entêté même, décidé à ne pas changer de comportement, Raymond Barre sous-estime peut-être les effets de la réconciliation entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Sincère ou pas, ce rapprochement peut satisfaire les électeurs de droite qui avaient été traumatisés par le duel de 81 et qui pourraient ne plus comprendre à terme l'attitude de Raymond Barre. L'ancien Premier ministre s'est pourtant expliqué, s'il refuse cette trône d'alliance, c'est parce qu'il craint d'être récupéré, comprenez, éliminé. Mais cette explication peut paraître trop subtile aux yeux des électeurs qui ne retiendront qu'une chose, Raymond Barre refuse de cohabiter avec ses propres amis. Peu de choses nouvelles ce soir sur la situation au Tchad après les mises en garde des autorités françaises au colonel Kadhafi. Le ministre de la Défense, M. Ernu, est rentré d'N'Djamena et il a eu immédiatement un entretien avec François Mitterrand sans autre commentaire. La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'environ 250 hommes sont en état d'alerte en République de Centrafrique. Ils sont prêts à rejoindre le Tchad dans les plus brefs délais si cela s'avérait nécessaire. Ils pourraient être éventuellement le premier chaînon d'une opération plus vaste au cas où l'état-major choisirait de retourner au Tchad. Patrick Lecoq. Si tous les soldats libyens ne sont pas rentrés chez eux, tous les soldats français engagés dans l'opération Manta n'ont pas retrouvé leur garnison du sud-ouest ou de Bretagne. Usant des accords de coopération signés avec bon nombre d'États africains, le gouvernement a maintenu, à proximité du Tchad, une force non négligeable. Nous sommes capables en France, on l'a prouvé, de ramener une unité élémentaire comme une compagnie par exemple en quelques heures. S'il fallait donc revenir à N'Djamena, avec des effectifs limités, l'état-major français utiliserait d'abord les hommes basés à Bouar, en Centrafrique. 800 soldats au minimum, tous désengagés, équipés d'hélicoptères Puma et Gazelle, ainsi que d'automitrailleuses légères.
C'est une partie de cet effectif, 250 hommes, qui ont été mis en état d'alerte. Les moyens de transport et de soutien de ces soldats viendraient de plus loin, de Bangui, tout d'abord, en République centrafricaine, et de Libreville, au Gabon. Dans ces deux capitales, la France a maintenu des appareils de transport Transal, ainsi que des Jaguars et des Mirage F1. Ravitaillés en vol, ce sont ces appareils qui pourraient assurer la protection aérienne et l'appui au sol des unités françaises. Claude Chesson achève ce soir une visite officielle de 2 jours aux États-Unis, une visite tombée à point nommé puisqu'elle s'est déroulée au lendemain de la rencontre entre François Mitterrand et le colonel Kadhafi, une rencontre très vertement critiquée par les responsables américains. Et pourtant, si l'on a bien évoqué les problèmes du Tchad dans les conversations entre les ministres français et américains des Affaires étrangères, les deux hommes se sont efforcés de minimiser les désaccords qui opposent Paris et Washington sur cet épineux problème. Jean-Marc Ilouz. Officiellement du moins, M. Chesson et son homologue américain, M. Schultz, n'ont pas évoqué la rencontre Mitterrand-Kadhafi. Cette rencontre avait provoqué la vive irritation des Américains et Claude Chesson, avant son départ pour Washington, avait montré qu'il savait également jouer de la mauvaise humeur. Alors, sérénité oblige, du côté américain comme du côté français, on s'est refusé à faire grise mine devant les caméras sur le thème « Les relations Washington-Paris ne sauraient se réduire au grincement de dents sur le Tchad ». Pourquoi avez-vous fait confiance au terroriste Kadhafi, murmurent les Américains en privé. Pourquoi faites-vous toujours de juteuses affaires avec lui, susurrent les Français. Pour le Washington Post, la soudaine discrétion des Américains vise à ne pas accroître l'embarras du gouvernement français. Reste que sur la guerre dans l'espace ou sur l'Europe, M. Chesson aura également rencontré hier le vice-président Bush et le ministre de la Défense. On en saura peut-être plus tout à l'heure sur ces entretiens. M. Chesson donnera une conférence de presse avant son départ. Au Pays Basque, l'un des principaux dirigeants de la coalition indépendantiste Herri Batasuna, qui passe pour être l'aile politique de l'ETA militaire, ce dirigeant a été tué cet après-midi à Bilbao. M. Santi Brouard a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il s'apprêtait à pénétrer dans le cabinet médical qu'il dirigeait. Il était député au Parlement autonome basque. Hervé Brosini. C'était en février 84 que Santi Brouard votait pour les élections générales espagnoles. Aujourd'hui, le docteur Brouard a été exécuté, une balle dans la tête, à la porte même de son cabinet médical à Bilbao. C'était un important dirigeant d'Herri Batasuna, l'aile politique de l'organisation indépendantiste basque espagnole, ETA militaire. Après l'assassinat d'un dirigeant du Parti socialiste espagnol en octobre 82, c'est la seconde personnalité politique exécutée au Pays basque. Ce soir là-bas, l'émotion est à son comble. Tout le monde pense à un acte de représailles de la part du GAL, le groupe antiterroriste de libération. Vendredi dernier, en effet, l'un de ses membres, un Français qui répond au nom de Couchotte, avait été exécuté. L'action avait été revendiquée par l'ETA militaire. C'est la sale guerre qui continue. 191 passagers d'un paquebot polonais ont choisi de ne pas remonter à bord lors d'une escale en Allemagne fédérale, à Hambourg. Il y a parmi eux 190 Polonais et un Allemand de l'Est. C'est la façon qu'ils ont choisi pour passer à l'Ouest. 107 des 190 Polonais ont immédiatement déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes de la région. Les autres, qui disposent de visas de courte durée, ont déjà quitté le port de Hambourg pour aller rejoindre des parents ou des amis installés dans le pays. Une défection qui intervient à la veille du voyage en Pologne du ministre ouest-allemand des Affaires étrangères. Le congrès du syndicat Force ouvrière ouvrait ses portes ce matin à Vincennes, un congrès dont on n'attend pas de surprise particulière et qui devrait se conclure avec la réélection dans un fauteuil de l'actuel secrétaire général, M. André Bergeron. M. Bergeron qui s'en est pris dès aujourd'hui au CNPF. Bergeron superstar. Le secrétaire général de Force ouvrière a été plébiscité au cours de la première journée de congrès à Vincennes. André Bergeron devrait entamer vendredi son dernier mandat. Les adhérents FO sont aujourd'hui particulièrement sereins. L'image de leur leader est excellente dans l'opinion publique et le syndicat a le vent en poupe. Après les élections des prud'hommes et de la sécurité sociale, FO est sans doute devenue la deuxième organisation française avec plus d'1 million d'adhérents revendiqués. Dans son discours, André Bergeron a dénoncé les errements du gouvernement et s'en est pris aux tentations rétrogrades du patronat. La crise économique a engendré des attaques de toutes sortes contre les avantages acquis au cours des années par le mouvement syndical. C'est vrai pour la sécurité sociale, comme pour la réglementation du travail, notamment les garanties en cas d'embauche et de licenciement.
nous nous attendions à cet assaut. Il y a en effet encore, il y aura toujours des patrons qui chercheront à résoudre les problèmes de leur entreprise en grignotant les conquêtes sociales. Ils ne se rendent pas compte qu'ils risquent tôt ou tard de payer très cher ce qu'ils retireront de ce retour en arrière. Le congrès de Force ouvrière est un congrès sans surprise, une fête de famille pour un syndicalisme qui refuse d'être en crise. Une nouvelle opération beurre de Noël en France cette année avec la mise en vente de beurre provenant des stocks européens qui seront vendus de 40 à 50% moins cher que les autres qualités. Le prix en a été fixé à 4,40 francs au maximum pour la plaquette de 250 grammes. Généralement, une plaquette de ce type est vendue entre 7,50 francs et 9 francs selon les détaillants. Une seule précaution à prendre, ce beurre ayant été congelé, il ne faudra pas le recongeler. Comme on pouvait s'y attendre, hier soir, le parquet a fait appel de la décision du juge d'instruction de Poitiers qui avait accepté la mise en liberté provisoire du docteur Archambault, l'un des 2 médecins inculpés d'assassinat après la mort d'une malade à l'hôpital de Poitiers. Et de leur côté, les avocats de l'autre inculpé, le docteur Diallo, ces avocats ont déposé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire pour leur client. Thierry Calmette. Le docteur Bakary Diallo a été interrogé pendant 2h30 cet après-midi par le juge Ovard. À sa sortie, il savait déjà que sa demande de mise en liberté provisoire était refusée. Peu auparavant, le greffe du tribunal nous avait chuchoté que le procureur Droppé interjetait appel dans le cas du docteur Archambault. En clair, mise en liberté provisoire refusée également. L'avocat du docteur Archambault n'était pas surpris, mais pour la première fois, le juge semblait dissocier le cas des 2 médecins. Les défenseurs du docteur Diallo contre-attaquaient alors vigoureusement. L'élément principal du dossier de l'accusation qui reposait sur la supposée participation active du docteur Denis Archambault et les prétendus aveux de celui-ci n'existe plus. Quelles ont été les personnes effectivement présentes au moment de l'anesthésie de Madame Berneron, de son réveil et de son décès? Quel a été très précisément le processus médical de la réanimation et pourquoi celle-ci aurait duré plus d'1 heure alors qu'il est notoire qu'une insufflation massive de protoxyde d'azote cause immédiatement des lésions irréparables. Et les avocats maintiennent que l'inversion des tuyaux du respirateur n'a rien à voir avec le décès de Madame Berneron et demandent l'abandon immédiat de l'inculpation d'assassinat. Ils ont aussi déposé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, réponse dans 5 jours. Vaste opération policière dans le 18e arrondissement de Paris où 9 vieilles dames ont été découvertes assassinées ces dernières semaines. Une centaine de personnes ont été interpellées pour vérification, mais on ignore si ces contrôles ont permis de faire avancer l'enquête. Une histoire qui éclaire d'un jour bien particulier les recherches sur l'utilisation de l'atome aux États-Unis juste après la guerre. À partir de 1946 et jusqu'en 1973, des citoyens américains ont servi de cobayes pour l'Agence de l'énergie atomique. C'était jusqu'alors l'organisme chargé des études sur le nucléaire aux États-Unis. Des cobayes volontaires sans doute, mais à qui on avait dissimulé les conséquences de leur traitement. Aujourd'hui, l'affaire ressort après que plusieurs d'entre eux soient morts d'un cancer. Pierre Ly. Durant 10 ans, de 63 à 73, plus d'une centaine de détenus des prisons américaines, de l'Oregon et de Washington, ont servi de cobayes à l'Agence de l'énergie atomique des États-Unis. Il s'agissait de déterminer la dose nécessaire pour rendre un homme stérile ou provoquer des troubles génétiques. Certains prisonniers ont été soumis à des radiations intenses, plus de 600 rades, dose capable d'engendrer un cancer. C'est le cas de ce détenu, Paul Tyrrell, atteint d'une tumeur maligne. On ne m'a pas dit que je courais un tel risque. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté, déclare-t-il aujourd'hui. Les prisonniers touchaient 5 $ par mois. Ils étaient seulement avertis qu'ils pourraient devenir stériles ou subir des brûlures superficielles, mais n'étaient pas tenus au courant des effets cancérigènes, alors que ceux-ci sont formellement spécifiés par les documents de l'agence. En fait, celle-ci avait entrepris des expériences dès 1946. Des centaines de personnes y ont été soumises. Les archives de l'agence atomique, dont a hérité le département américain de l'énergie, sont formelles. En 1947, 4 cobayes ont reçu des doses de polonium, susceptibles de leur infliger un cancer du rein ou du côlon. En 1963, les prairies de l'Idaho ont été volontairement arrosées par un nuage radioactif. L'herbe a nourri des vaches,
dont le lait contaminé a été bu par 7 volontaires, insuffisamment avertis des dangers. En 1965, à Los Alamos, 57 personnes ont ingéré de l'uranium 235. En 1965 aussi, mais cette fois dans le Massachusetts, du radium et du thorium a été injecté à d'autres volontaires. L'Amérique affirme qu'elle ne se livre plus aujourd'hui à de telles expériences, mais le sort de ceux qui les ont subies pèse sur eux comme une angoisse mortelle. Je ne savais pas que j'étais un cobaye pour le cancer. Maintenant, j'ai peur, dit Art Clauson, détenu dans l'Oregon. En sport, c'est demain que se dispute la rencontre de football France-Bulgarie. C'est le deuxième match comptant pour la qualification de la Coupe du Monde en 1986. L'équipe de France, privée de Giresse, Lacombe, Battiston, Leroux et Rocheteau, retrouvera quand même Jean Tigana qui fera sa rentrée pour ce match. Olivier Ray. Jean Tigana a marqué le championnat d'Europe de son empreinte, offrant notamment à Platini le but de la victoire en demi-finale contre le Portugal. Depuis, il avait disparu, handicapé par une pubalgie. Mais pour beaucoup, sa blessure se situait plutôt au niveau de son salaire. Il y a un mois, Tigana est revenu au premier plan, faisant taire toutes les rumeurs. Au niveau salaire, je n'ai pas de problème. J'ai signé un contrat, je respecterai jusqu'au bout. Et dans un an et demi, je vais être libre à ce moment-là où je revois mon contrat avec Jean de Bordeaux, ou alors je vais voir ailleurs comment ça se passe. Sur un terrain, Tigana ne craint pas les contacts. Il n'a peur de rien. Sans complexe, il se livre sans compter pour ratisser les ballons, malgré un physique de poids-plume. Non, j'ai l'impression même d'être costaud, moi, non, pas de complexe, au contraire. Je crois que si faire un complexe, c'est déjà être diminué mentalement vis-à-vis des autres. Non, moi, je n'ai aucune appréhension avant un match, au contraire, je suis très gagneur et des fois même un peu méchant, mais dans le bon sens du terme, parce que j'aime pas mettre de coups, mais sur la récupération du ballon, j'ai beaucoup de hargne. Demain soir, au Parc des Princes contre la Bulgarie, l'international bordelais fêtera sa 34e sélection en équipe de France et sa première sous la direction d'Henri Michel, le nouveau patron des Bleus. À 29 ans, 4 ans après ses débuts contre l'URSS, Jean Tigana fait aujourd'hui partie des anciens du Club France. Je vois que ça rajeunit vite. Ben, ça fait partie du sport. Je crois que le renouvellement est obligatoire. C'est vrai que c'est à nous de le rapporter, mais c'est vrai que je me sens un peu vieux maintenant. Avec Tigana, l'équipe de France commence une nouvelle aventure qui s'appelle Mexique. Oui, la seule surprise de la sélection française, c'est la titularisation du Lensois Didier Sénac au poste de stopper. Il y aura 4 milieux de terrain, comme au temps d'Hidalgo, et 2 attaquants de pointe, Bellone à gauche et Stopira au centre. La Savoie, province olympique, c'est le vœu de toute une région et c'est l'objet de la candidature d'Albertville pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver en 1992, une candidature rendue officielle ce matin et qui, si elle est retenue, ne sera pas une première, du moins pour la Savoie. Dominique Leglou. 1992, les 3e Jeux d'hiver en France, après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968, peut-être Albertville en 1992. Une vingtaine de stations associées au projet sur le tiers du domaine skiable français. Albertville, une candidature officielle déposée ce matin par la Savoie pour l'organisation des 16e Jeux olympiques d'hiver. Associés, Val d'Isère et Tignes pour le ski alpin, messieurs. Les Manuires, Courchevel et Méribel pour le ski alpin, dames. Les Arcs pour le ski artistique. Albertville pour le patinage et le hockey. Le plateau des saisies pour le fond. Enfin au Prat de Saint-Bon le saut avec la création d'un grand tremplin. La dernière expérience française Grenoble a suscité bien des controverses quant à ses retombées financières, hier appréciées par exemple des contribuables. Mais aujourd'hui la situation est bien différente. Depuis 1968, les frais et les droits de retransmission pour la télévision ont été multipliés par 50. Et c'est pourquoi à Sarajevo on a fait du bénéfice, contrairement à Grenoble. Et puis à Grenoble, tout le monde sait sur place qu'on paye non pas les Jeux Olympiques, mais beaucoup d'équipements comme la mairie, l'hôtel des postes, la gare, qui servent aux Grenoblois depuis 20 ans. Donc notre conception est différente, nous tiendrons compte des expériences du passé et surtout nous savons maintenant, la preuve existe, que les Jeux Olympiques peuvent être payés par les Jeux Olympiques. Et puis, des Jeux en France, c'est aussi l'espoir de médailles pour les Français. L'occasion d'un renouveau dont le ski et les sports de glace ont bien besoin. Souvenez-vous de 1968 à Grenoble.
l'ouverture des 10e 9 médailles françaises. Souvenez-vous de Guy Périlla, médaille d'argent des Sandes, de Marielle Goitschel, médaille d'argent du spécial, et surtout de Jean-Claude Killy. Aujourd'hui d'ailleurs, directeur adjoint du projet. Jean-Claude Killy, qui avait remporté 3 médailles d'or et fait aussi bien que l'Autrichien Tony Seiler en 1956 à Cortina d'Ampezzo. Exploit qui depuis n'a jamais été dépassé. Le temps de demain maintenant avec Laurent Boussier et le retour de la douceur. Oui, et un peu comme aujourd'hui, mais de manière plus nuancée, nous vivrons demain un entracte entre deux perturbations. Des perturbations que l'on voit très bien sur la photo satellite, photo toujours prise par le fameux Météosat. Voici la situation de la France en début d'après-midi. Les perturbations qui étaient sur l'Atlantique et sur la Bretagne vont pénétrer dans la nuit et demain sur tout le pays pour se retrouver demain après-midi sur la moitié est de la France. Elles seront suivies par de l'air beaucoup plus instable mais plus doux. Et puis, une nouvelle perturbation arrivera, c'est l'entracte dont je vous parlais, un entracte que l'on retrouve sur la carte du temps prévue. Des nuages, il y en aura là le matin et en l'après-midi sur l'est avec de la pluie et même un tout petit peu de neige au-dessus de 1500 mètres sur les Alpes. Le Mistral et la Tramontane seront toujours là. Le temps sera variable sur les côtes de la Méditerranée, mais nous le verrons, il sera assez doux. Enfin, sur une grande moitié ouest du pays, il y aura du soleil, toujours quelques nuages et des averses résiduelles. Enfin, le soir et sur les côtes atlantiques, de nouveaux nuages, de nouvelles pluies arriveront. Les perturbations qui étaient remontées l'espace d'une journée sont de nouveau en baisse. Par contre, les températures, elles ont pris Ariane. Regardez, elles vont de 9 à 13 degrés sur la moitié nord. Hier, il ne faisait que 6 degrés. Et sur la moitié sud, de 12 à 18 degrés près de la Méditerranée, 18 degrés à Perpignan, à Nîmes et à Marseille. C'est assez remarquable pour un mercredi 21 novembre où le soleil se lève à 8h08, se couche à 17h04, moins 2 minutes de soleil. C'est la présentation de Marie. Ça doit vouloir dire que les fêtes de Noël approchent. Dernier journal aux environs de 23h15 en compagnie de Jacques Segui qui n'a pas pris Ariane mais qui recevra Jean Daniel pour les 20 ans du Nouvel Observateur. Demain 12h45, antenne de midi, 18h30 c'est la vie. Et bonsoir, à demain 20h. Ah, génial.